Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vue d'ici. Tout d'abord, on vous souhaite une très belle année 2017. On est ici à Annecy, dans la commune déléguée de Crangevrier. Et oui, ça a changé depuis le 1er janvier. On est du côté de la SCOP d'Alpine Aluminium. Cette entreprise vieille de 250 ans a connu des heures un petit peu compliquées, mais depuis 18 mois, elle a été reprise en SCOP par ses salariés. Donc on va aller les rencontrer, ces salariés, pour qu'ils nous racontent leur histoire depuis 18 mois. On va vous faire visiter toutes les salles, toutes les pièces, toutes les fonderies. Bref, un numéro très chargé pour ce Vue d'ici. C'est parti, on vous emmène. Alors on débute cette émission avec vous, Yann. On est dans l'atelier de maintenance de Alpine Aluminium. C'est une entreprise qui est vieille de plus de 250 ans, c'est ça, plus ou moins? Oui, de toute façon, actuellement, c'est le site industriel toujours en activité et c'est le plus ancien site donc en activité sur ce territoire. Et l'histoire industrielle de ce site commence avant même l'industrie, puisque dès la fin du XVIIIe siècle, au bord du Thioux et en aval des chutes du pont de Cran, il y a une petite forge artisanale qui avait été créée par un certain Cabot qui faisait fonctionner cette petite forge, donc de petite métallurgie, mais à un niveau complètement artisanal. Et c'est le point de départ, en fait, qui va donner naissance au début du XIXe siècle à une histoire industrielle qui va commencer avec l'initiative d'un entrepreneur. À l'époque, au début du XIXe siècle, les Lyonnais s'intéressent particulièrement à ce territoire des Savoies, et parce que c'est un peu un territoire vierge. Et un certain frère Jean, et il ne sera pas le seul à s'intéresser à ce territoire, va décider d'investir sur Annecy, et en particulier sur ce site du Thioux et de ses chutes, pour exploiter la force motrice de la rivière et amorcer le développement d'un site industriel autour de la métallurgie et de la forge. Qu'est-ce qui était exploité au début, justement, quand cette famille est arrivée? Qu'est-ce qu'ils exploitaient? Au départ, c'est donc plutôt une industrie de fonderie pour fabriquer tous les petits objets et plus ou moins importants du 19e siècle qui sont fabriqués à base de fonte. Ça peut être des objets du quotidien, ça peut être des éléments de petits fourneaux pour les habitats, les appartements, les maisons. Ça peut être des casseroles, des objets du quotidien, des décors de balcons, par exemple. Les garde-corps des balcons pouvaient être fabriqués. Et donc, pendant tout le 19e siècle, la fonderie de la forge de Cran, la fonderie de Cran, produit tous ces objets qui sont d'ailleurs répertoriés sur des catalogues qui sont conservés par des archives ou par des collectionneurs privés. C'était une grosse fonderie du coup à cette époque-ci, c'était considéré comme tel? Oui, parce qu'en fait, lorsque ce site amorce son développement, notre territoire, donc l'actuelle Haute-Savoie, n'est pas un territoire français, et donc elle bénéficie du coup d'un monopole royal, et rapidement frère Jean obtiendra du pouvoir turinois, donc des princes du Piémont-Sardaigne, la possibilité d'avoir donc une manufacture qui aura le statut de manufacture royale et qui aura un monopole de production, et donc sur un territoire qui est celui beaucoup plus petit du territoire de Piémont-Sardaigne. Et en fait, dans l'évolution de cette industrie, ce qui va amorcer un changement, c'est le rattachement en 1860 de la Savoie à la France, qui va faire que, à partir de 1860, cette industrie va perdre son marché qui était celui du royaume de Piémont-Sardaigne, et va
se retrouver en concurrence avec toutes les industries françaises qui à ce moment-là sont beaucoup plus puissantes, et donc il y aura une période un peu compliquée dans la fin du 19e siècle de ce fait-là, qui n'est pas propre aux forges, qui est propre à toutes les industries annéciennes à ce moment-là de l'époque. Et du coup, après cette crise, ça change un petit peu, ils exploitent autre chose, c'est là qu'ils commencent à exploiter l'aluminium. Exactement. Donc le choix de se tourner vers l'aluminium, c'est un choix industriel, mais c'est aussi un choix économique. Et c'est le résultat aussi de liens familiaux qui existaient entre les forges et d'autres familles industrielles qui étaient plutôt du côté déjà de l'industrie de l'aluminium et de ce qui deviendra plus tard Péchinet. Et du fait de ces alliances familiales, au tout début du XXe siècle, en 1906-1907, il va être fait le choix donc de s'orienter vers la fonte d'aluminium et ensuite au cours du XXe siècle de faire d'autres choix industriels qui permettront en fait au site d'évoluer vers les productions actuelles. Il y a eu des années phares dans cette production d'aluminium, j'imagine? Alors les années phares, elles correspondent, oui, effectivement à deux grandes périodes, à la fois la période de l'amorce, donc à partir de 1907, aussi à la production liée aux guerres, donc Première Guerre mondiale avec en des particulier. obus, etc., voilà. Et puis la grande période va être celle, comme toutes les grandes industries européennes du moment, et françaises en particulier, des 30 glorieuses, donc de la période de l'après-guerre jusqu'au milieu des années 1970. Donc on va rentrer dans une histoire qui quitte progressivement des préoccupations purement industrielles pour se retourner vers l'histoire qu'ont connu beaucoup de sites industriels de production en Europe et en particulier en France depuis une trentaine d'années, c'est la formation de groupes industriels qui rachètent des sites, qui les revendent et un jeu financier qui se met en place et qui fait que certains sites, malheureusement, pendant plusieurs décennies, peuvent ne plus faire l'objet de réels investissements et du coup perdent en termes de concurrence industrielle, prennent du retard et bien souvent, comme c'est le cas malheureusement de plusieurs sites, sont amenés à disparaître et à fermer. Ce projet de Scope revalorise complètement le savoir-faire et puis d'une certaine manière, prolonge une tradition de fierté. C'est une boucle qui est bouclée finalement par rapport à quand c'est venu s'installer sur le... C'est un peu une boucle qui se termine. On pourrait dire ça, mais vous savez, on est dans un monde où aujourd'hui, on essaye parfois de retrouver des valeurs anciennes. Et donc là, des hommes et des femmes prennent en main leur destin avec cette fierté. Et quand on croise les gens qui font vivre cette Scope, d'abord on est tous là à leur souhaiter que ça puisse se maintenir. Et puis aussi, on sent leur fierté et leur bonheur aussi à travailler sur ce site. La fierté, c'est le mot qu'on retiendra. Merci beaucoup Yann d'avoir été avec nous. On va continuer notre visite à travers cette Scope d'Alpine Aluminium. Bonne découverte. Merci. Alors Grégoire, on vous a rejoint, vous êtes le PDG de cette nouvelle Scope. On se trouve ici dans l'atelier de maintenance, c'est ça? Oui, on est dans un de nos ateliers, c'est l'atelier de maintenance qui ne sert qu'à dépanner en fait les autres ateliers quand il y a des soucis. Alors on vient de voir toute l'histoire d'Alpine Aluminium, on va parler avec vous précisément de la Scope. Alors elle a été créée il y a 1 an et demi maintenant, cette Scope. Comment elle est venue l'idée de la Scope? Alors c'est une histoire qui est un petit peu longue. Déjà donc on part d'une société qui est du groupe Péchinet, qui a une grosse histoire dans l'aluminium. Et puis ensuite Péchinet s'est fait racheter par un fonds américain. Et ce fonds n'a pas investi dans l'entreprise. Donc on s'est retrouvé 7 ans plus tard en redressement, ce qui était une situation logique. Et là, vu qu'il n'y avait pas d'investissement, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'industriels intéressés à la reprise.
Et par contre, il y avait quand même une clientèle, il y avait quand même un savoir-faire, et puis des gens qui voulaient continuer l'histoire. Et du coup, il y a eu plusieurs épisodes, mais à partir du moment où on a acté qu'il n'y avait pas d'industriel solide pour reprendre cette boîte, les salariés se sont mobilisés. Et le meilleur modèle qu'on a trouvé pour la reprise et le financement de la reprise, c'était le modèle en scope. Parce que la SCOP, il faut expliquer, en fait, c'est les salariés qui investissent dans leur entreprise. Voilà, donc il y a plusieurs. On aurait pu faire un actionnariat classique. Là, il fallait lever énormément de fonds. Dans les modèles possibles, le modèle de la SCOP, c'est un modèle où les salariés mettent ce qu'ils peuvent. Chaque salarié a le même poids en termes de vote, je dirais, à l'Assemblée générale. Et grâce à ce que mettent les salariés, on a des fonds qui sont des fonds que j'appelle coopératifs, mais il y en a plusieurs, et on a des aides de l'Union régionale des SCOP qui vient abonder sur ce que mettent les salariés. Donc sur des montages relativement classiques, quand les salariés mettent en fonds propres, eh bien, les fonds coopératifs mettent un supplémentaire. Là, en fait, on a fait un montage un peu spécial, puisque donc, les salariés ont mis jusqu'à 400 000 €. Et ensuite, on a quand même un de nos clients qui a mis 200 000 €. Et par rapport à cet apport, les fonds coopératifs ont multiplié par 3 ce qui a été apporté. Donc avec cet apport en fonds propres, ensuite on a pu lever des emprunts bancaires. Voilà, du coup on a un montage qui est important, parce que la grosse difficulté à la reprise, c'est que pour faire vivre une usine comme ça, il faut un besoin en fonds de roulement très important, puisqu'on transforme de l'aluminium, et que pendant 2 mois, entre le moment où on achète et le moment où on vend, il faut même presque 3 mois le temps où on est payé, voilà, il faut pouvoir financer tout ça. Et du coup, dans un montage classique, j'allais dire, si chacun avait mis son apport et en allant voir la banque, ça ne fonctionnait pas. Comment ça se passe depuis 1 an et demi? Vous êtes parti à combien de salariés aujourd'hui? Vous avez augmenté votre masse salariale? Voilà, alors dès le départ, on savait que pour satisfaire le carnet de commandes qu'on avait imaginé, il fallait 85 personnes, et on est parti qu'à 65. Et dans ces 65, on est parti avec 43 associés. Donc 43 associés, il n'y a pas de débat, c'est des gens qui sont extrêmement motivés. Et puis après, il y a des salariés qui voulaient partir, mais qui n'avaient pas forcément les moyens. Pourquoi on n'a pas eu plus de salariés? Puisque avant la reprise, on était 120 en gros. Eh bien, il y a des gens qui n'y croyaient plus, parce que c'est vrai que ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu d'investissement. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau propriétaire, on dit bah, ça y est, c'est reparti, ça va mieux. Et puis on se retrouve 3-4 ans plus tard avec une situation qui est toujours en dégradation. Donc il y a des gens qui étaient un petit peu aussi, qui avaient 55 ans, qui se sont dit bah, nous, on préfère prendre le chèque, entre guillemets, et partir. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a demandé aux salariés de faire des efforts. Et on leur a demandé, pour diminuer nos coûts, de travailler 40 heures en étant payés au même salaire qu'avant. Donc travailler plus en gagnant autant. Voilà. Donc là, ça devient un peu dans l'air du temps, dans les discussions qu'on entend. Nous, on l'a fait il y a 1 an et demi, et c'était très compliqué, puisque légalement, en fait, on n'avait pas le droit. Donc on a trouvé des astuces pour pouvoir le faire. Et on a demandé aux salariés de s'engager sur ce nouveau pacte social. Du coup, il y en a qui se sont dit, moi ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc on est parti à 65. Donc ça a été très difficile. Il y a eu quand même une perte un peu de savoir-faire au départ. Et puis on a progressivement rentré des jeunes qu'on a formés. On a aussi fait un montage où des anciens qui sont partis, qui étaient quand même attachés à l'usine, sont venus via une association former les nouveaux embauchés. Donc aujourd'hui, on se retrouve 18 mois plus tard. On a mis presque 1 an à rentrer tous les effectifs dont on avait besoin. Donc on a rentré finalement 30 personnes, on est à peu près 95. On a un bon carnet de commandes pour l'année prochaine. Et on prévoit une croissance, on a refait un plan à 3 ans, on prévoit une croissance de l'ordre de 10% par an sur 3 ans. Donc modèle de SCOP réussi, on va dire. Alors qu'il est, c'est réussi. Et on est sur la bonne voie, ouais. Ouais. Les salariés, comment ils vont, eux, depuis cette SCOP? Voilà, ils se sont sentis impliqués, j'imagine. Voilà, ils sont ravis que ça continue et que ça ait marché. C'est vraiment une aventure humaine avec toutes ces émotions, beaucoup d'angoisse avant la reprise, beaucoup de stress libéré après la reprise. On a vu des choses assez incroyables, des gens qui se déplacent, qui font des heures, qui viennent le samedi, qui vont d'un atelier à l'autre.
Et puis après tout ça, il fallait que ça s'organise. Donc après, ça a commencé à s'organiser. Alors après, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui avaient imaginé des choses. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui se sont dit, on va être nos propres patrons. Alors, on ne peut pas avoir 60 patrons dans une entreprise, c'est un petit peu compliqué. Par contre, on a vu beaucoup de solidarité, on a vu des choses comme ça, mais on a vu une certaine désillusion parce que je pense que les gens pensaient que très rapidement, on allait avoir de la rentabilité, qu'on allait produire très vite les objectifs qu'on s'était fixés. En fait, ça a pris beaucoup plus de temps parce qu'on avait plein de choses à régler, ce qui est normal. Donc là, maintenant, les gens sont dans un cadre où ils sont relativement épanouis, ils ont quand même un bon espace de liberté et on a vraiment une grosse solidarité. Voilà. C'est une entreprise, on peut dire familiale, même s'il y a beaucoup d'employés, ça reste, tout le monde se connaît, tout le monde fonctionne l'un pour l'autre, il y a une vraie solidarité en tout cas. Tout à fait, Et merci beaucoup Grégoire de nous avoir expliqué tout ça et puis longue vie à cette scope d'Alpine Aluminium. Merci et beaucoup. À très bientôt, au revoir. Madame le maire de Cranchevrier, déléguée de Cranchevrier, vous nous avez rejoint ici à l'usine. Alors on vient parler de l'histoire de cette scope désormais d'Alpine Aluminium. Comment la mairie est intervenue dans cette création de scope ? Eh bien, tout d'abord, je tiens à préciser que pour nous, ça a été, je dirais, un élément fort de pouvoir conserver ce patrimoine industriel qui est très présent dans la vie de Cranchevrier, qui l'a été pendant 250 ans. C'est un patrimoine que les Cranchevriens sont effectivement très attachés au point qu'on s'est donc dit aussi que lorsque les difficultés sont intervenues, la collectivité ne pouvait pas ne pas participer au projet qui avait été porté par l'ensemble des salariés. Donc on est vraiment ici sur un emblème fort qui date de la révolution industrielle et pour le coup c'est un peu comme le site des papeteries que nous avons réussi à conserver par le biais du pôle de l'image, mais nous souhaitons garder effectivement ce vestige industriel et la collectivité est intervenue effectivement bien en amont et mon prédécesseur Jean Boutry a œuvré énormément sur la question. Alors de quelle manière du coup elle s'est investie dans cette scope désormais? Donc pour le coup, Jean Boutry avait à l'époque, mon prédécesseur, mobilisé autour de lui l'ensemble des collectivités. Il faut dire aussi qu'il a fallu chercher 10 millions d'euros, dont 3 millions qui ont été effectivement demandés à des banques. Alors autour de nous, bien sûr, la région, Jean-Jacques Caran, à l'époque, avait effectivement envoyé un courrier au ministre Macron qui s'est mobilisé dans le cadre du programme d'investissement d'avenir à hauteur de 300 000 euros. On avait été aussi très mobilisés pour que les collectivités puissent aussi participer. Alors pas sur la partie de l'entreprise, mais bien sur la question de l'association des forges de Cran, puisque dans le projet global de l'entreprise, il y avait aussi cette question de transmission du savoir-faire. Transmission effectivement de cette compétence aujourd'hui du laminage et ainsi de suite. Donc nous on était très préoccupés par cette question-là et on a réuni, Jean Boutry avait réuni à l'époque autour de lui le département, la C2A, donc Jean-Luc Rigaud, nous en ce qui nous concerne, et très vite on a mobilisé des financements, 10 000 euros pour chacun des partenaires. Mais je crois que ce qui a aussi été fort dans ce projet, c'est le soutien politique, mais dans le sens, je dirais, noble du terme, puisque la cause en valait la peine. Il fallait aussi défendre 80 salariés aujourd'hui, de 80 postes sur les 110, il me semble, de l'époque. Et je crois que nous avons mis autour de nous un certain nombre d'acteurs. Je citerai Thierry Repentin, sénateur aussi, qui avait aussi beaucoup œuvré auprès de nos ministres. Et je crois que voilà, on a vraiment porté pour que un tel projet, une scope qui est d'utilité à la fois sociale et d'innovation sociale, puisse rester à Cranchevrier. Donc on en est très fiers. Et puis il y a d'autres projets entre guillemets autour, notamment les visites du patrimoine. C'est aussi ça pour développer le patrimoine industriel qui est très fort à Cranchevrier, on le sait. Voilà, c'est en interne, mais ça joue aussi en externe. C'est pour la ville et pour tout le monde. Exactement. Je crois que l'association des forges de Cran, il me semble, au travers de leur président, de leur conseil d'administration, c'est aussi l'optique qui sont donnés.
faire en sorte que la compagnie puisse ouvrir ses portes, hein, faire connaître aussi un tourisme industriel, hein, il est important, on l'a vu avec les papeteries juste à côté. Je crois qu'il est important que nos concitoyens s'approprient aussi un tel patrimoine industriel et qui est important et cher à nos yeux. Hein. Eh ben, merci beaucoup Nora Segolabidi d'avoir été avec nous. Et puis longue vie à cette entreprise de Crange-Vevrier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à eux. Alors Guy, on vous a rejoint ici dans ce bâtiment. On est où exactement déjà? Dans l'atelier La Cage. C'est un atelier qui va recouvrir la tôle d'aluminium d'une laque qui sera cuite et dure pour diverses fabrications ensuite, comme des rideaux roulants, des revêtements de façade, plusieurs applications, quoi. Alors vous, en revanche, vous êtes ancien fondeur, c'est ça? Moi, je suis un fondeur dans la société depuis 1986 ici à Annecy, où j'avais débuté mon emploi dans le sud-ouest à Cassel-Sarrazin. On entend l'accent. On entend l'accent un peu. Je l'ai bien conservé. Alors, votre métier consistait en quoi exactement déjà, pour expliquer un petit peu? Alors, en gros, mon métier, c'est à partir de chutes d'aluminium, issues de la fabrication interne, voire de fabrication externe, ou qu'on achète. On introduit ces chutes dans un four de fusion à 1000 degrés. Après, une fois ce métal fondu, on le transforme en gros lingots pour permettre à l'usine de produire des disques et des tôles d'aluminium qui est fabriqué ici dans l'atelier. Donc vous êtes parti à la retraite juste avant cette scope, mais vous revenez quand même de temps en temps, non seulement pour former, mais aussi pour donner un coup de main à cette formation assez essentielle. Voilà, moi je reviens régulièrement pour transmettre mon savoir-faire, pour améliorer, pour justement compléter le manque de personnel qui a eu au démarrage de cette scope, pour remonter à un niveau de compétences aussi forte que possible, quoi. Parce que fondeur, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de formation vraiment pour ça. C'est pour ça que c'est dur aussi de trouver des jeunes qui Effectivement, il n'y a pas d'école de fondeurs. Donc les jeunes, des gens qui viennent de tout horizon pour apprendre un métier, puisque là, on ne vient pas en fonderie pour apprendre un poste de travail. C'est un métier complet. Bien sûr, en différentes étapes, il y a des postes qui permettent d'évoluer et acquérir le métier de fondeur au bout on va dire, de quelques années, parce que c'est pas... Ça s'apprend pas comme ça. Ça s'apprend pas comme ça. Vous êtes fiers aujourd'hui de ce qui est devenu cette entreprise, reprise par ses salariés, qui a réussi à passer le cap d'un redressement judiciaire? Oui. C'est pas le cas de tout le monde. Oui, bien sûr, c'est une réussite, je pense, du fait que, comme je vous disais, les employés se sont investis davantage. Il y a une ambiance qui est relativement meilleure qu'auparavant. La société, la SCOP, s'est ouverte à l'extérieur aussi. Et c'est pas fini, quoi. Eh ben, merci beaucoup Guy de nous avoir expliqué votre métier, de nous avoir donné votre ressenti sur cette SCOP. Merci beaucoup. Oui, avec plaisir. Merci à vous. Alors Jean-Yves, on vous a rejoint ici dans ces ateliers. On se trouve où exactement? Dans l'atelier laminage. Alors ça consiste en quoi le laminage? Eh ben, c'est d'apporter du métal à une épaisseur voulue et une dureté voulue pour le client. Alors vous êtes là depuis combien de temps? Ça fait 20 ans que je suis sur le site d'Annecy. Auparavant, j'étais à Neuvrisac pendant 10 ans. Alors depuis 20 ans ici, vous avez du coup vécu l'évolution de cette usine. Entre avant la SCOP et après la SCOP, quelle est la différence entre ces deux périodes, on va dire? Avant la SCOP, la situation était devenue vraiment catastrophique, hein. On perdait de l'argent et l'ambiance au travail était vraiment pas là, quoi. Alors depuis la SCOP, comment ça se passe? On a beaucoup de travail. Il y a des moments d'euphorie, il y a des moments qui sont plus difficiles. On essaie d'atteindre nos objectifs qui sont de 43 tonnes jour et c'est pas facile de les atteindre. Il y a encore des gens à former, c'est parfois compliqué. Oui, justement, la difficulté depuis
depuis la création de cette SCOP, c'est quoi? C'est d'avoir des nouvelles personnes, de les former, de continuer à faire vivre ce savoir-faire? On est reparti à 62, donc il y a beaucoup de savoir-faire, des gens qui sont partis avec leur savoir-faire. C'est des machines spécifiques avec des métiers particuliers qu'on n'apprend pas à l'école forcément, donc on apprend sur le tas. Et puis il y a une connaissance à avoir au niveau de la métallurgie. C'est des vieilles machines. Au moment de la création de la SCOP, quand l'entreprise a pensé être prise en SCOP, vous vous êtes situé comment? Moi je me suis tout de suite positionné pour la SCOP. Il n'y avait pas d'autres projets de toute façon viables. Hein. On est encore en phase de progression, il y a encore des choses à faire. Mais ils voient qu'il y a des choses qui commencent à changer et que ce qu'ils pensaient au début de la SCOP s'améliore. Ça a été le bon choix, ça a fait survivre l'usine et c'est vraiment un choix. Vous êtes fiers aujourd'hui d'avoir fait ce choix? Ah oui, tout à fait, je ne voudrais pas refaire autre chose. Il y a encore de belles années devant cette usine? Tout à fait, ouais. Et puis il y a peut-être d'autres usines qui mériteraient d'être sauvées par le même système que nous, par les SCOP. Ça peut être un exemple? Vous pouvez être un exemple pour les autres? Je pense qu'on peut être un exemple, ouais. Et l'intérêt, c'est de réussir cet exemple pour peut-être faire autre chose, je sais pas. Donc pour le moment, un bel exemple de réussite. Merci beaucoup de nous avoir un petit peu raconté toute cette histoire et puis de nous avoir fait vivre un peu, vous de l'intérieur, ce renouveau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de venir nous voir aussi, hein. C'est sympa. On termine cette émission dans le stock d'aluminium, cette matière première qui nous a fait découvrir cette usine, cette SCOP d'Alpine Aluminium. Merci à tous de nous avoir suivis. On a été ravis avec toute l'équipe de vous faire découvrir cette immense usine. Si vous voulez venir visiter, n'hésitez pas, l'association fait plein de choses pour vous faire découvrir ce patrimoine industriel de Crangevrier. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. À bientôt pour Vue d'ici.